Mais le drame invraisemblable, c'est que l'industrie des pesticides a fait la loi dans cette commission qu'on appelle la commission des toxiques ou la commission ou la Comtox dans le jargon, cette commission publique qui est rattachée au ministère de l'Agriculture et qui est chargée de surveiller la mise sur le marché de ces produits hautement dangereux. Cette commission est théoriquement composée d'experts indépendants. Ça, c'est ce que le ministère de l'Agriculture dit et répète depuis des décennies. Mais ce que nous avons établi et prouvé dans notre livre, c'est que cette commission n'est pas vraiment composée d'experts indépendants. Certains le sont, mais beaucoup ne le sont pas, parce qu'ils entretiennent des liens directs, avérés, avec l'industrie des pesticides. Certains ont des sociétés dont ils sont les gérants, ou en tout cas avec lesquelles ils travaillent, et lesquelles sociétés travaillent directement avec l'industrie des pesticides. Autrement dit, chose invraisemblable, une partie très importante de ces experts dits indépendants travaillent en réalité avec l'industrie des pesticides. Il y a une date très très importante qui marque le début de la fin disons de la belle vie pour les pesticides, c'est 1962. En 1962, un livre extraordinaire est publié aux États-Unis qui s'appelle Le Printemps silencieux, hein, Silent Spring de Rachel Carson, et ça qui va être traduit en français l'année suivante, en 1963. Et là, c'est une date majeure parce que Rachel Carson, qui est une biologiste américaine, qui est une grande, vulgarisatrice, on va dire, de la science, Rachel Carson a tout compris. Elle a absolument tout compris avant tout le monde. Dès les années 50, elle a vu les ravages du DDT et en 1960, elle a réfléchi à toutes ces questions-là. Elle a rassemblé toute une série de données et en 1962, elle publie ce livre fabuleux. C'est un chef-d'œuvre, je n'ai pas peur de le dire. Je n'attends qu'une chose, qu'il soit publié à nouveau en français. Hein, le livre date de 1963. Moi, j'ai réussi à me procurer encore un livre il n'y a pas si longtemps que ça sur Internet, mais il faut republier le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, car dans ce livre, elle dit à peu près tout. C'est un livre prophétique, lumineux, fabuleux, extraordinaire. Elle raconte les ravages de la chimie moderne avec des exemples tirés des États-Unis. Le livre est une véritable bombe aux États-Unis et quand il est publié en France l'année suivante, de même, car il est préfacé en français par un type tout à fait exceptionnel qui s'appelle Roger Haim, qui est oublié aujourd'hui, qui est mort il y a, je crois, une quinzaine d'années. Roger Haim, en 1963, il est, tiens-toi bien, président de l'Académie des sciences, donc c'est l'autorité maximale des scientifiques en France, une autorité morale à peu près indiscutée. Il est non seulement président de l'Académie des sciences, mais il est aussi directeur général du Muséum national d'histoire naturelle. Il a cette double casquette de naturaliste et de très grand scientifique. Dans la préface du Printemps silencieux de Rachel Carson, Roger Haim écrivit « On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs des hold-up, on guillotine les assassins, on fusille les despotes ou prétendus tels, mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics, instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences ?» Roger Haim fait une préface vraiment tout à fait étonnante au livre de Rachel Carson. Inutile de dire que Carson, tant aux États-Unis qu'en France, est traînée dans la boue d'une façon, à la hauteur des accusations qu'elle porte du reste, mais elle est vraiment traînée dans la boue d'une façon scandaleuse. Aux États-Unis, on dit qu'elle est hystérique, c'est une vieille folle, qu'elle est communiste, qu'elle est un agent du KGB. Hein, on est en pleine guerre froide, donc elle est considérée, elle est accusée par le magazine Time, qui était le grand magazine américain de l'époque, d'être une agente du KGB, purement et simplement. Elle est un ennemi de l'Amérique, parce qu'elle s'attaque à une des industries phares des États-Unis. Si elle s'attaque à l'industrie des pesticides, qui elle-même représente le progrès sur la Terre, alors forcément, elle est un agent des communistes, un agent du KGB. En France, les agents du lobby, les amis de Villaume est mort en 1957, mais évidemment, tous ses amis sont là, et l'industrie des pesticides tient totalement le secteur. En France aussi, Rachel Carson est vraiment traitée de vieille cinglée. C'est assez épouvantable en fait. Hein. Elle ne s'en remettra jamais d'ailleurs, Rachel Carson. Elle subit des attaques tout à fait répugnantes. Monsanto publie aux États-Unis, il faut le savoir, elle publie aux États-Unis un livre pour la déconsidérer, pour la discréditer, un livre la ridiculisant, montrant que si on écoutait Rachel Carson, eh bien les États-Unis mourraient de faim et avec eux le monde entier. Et donc, bref. Chaque fois que vous avez tendance à porter un message qui vous paraît légitime parce qu'il est vrai, c'est une vérité scientifique, et que on vous explique que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire, ou du moins ça peut rester dans le cercle des gens initiés et pas forcément du domaine public, bon, chaque fois que vous avez ce genre de choses-là, c'est une forme de pression quelque part.
moi, à partir du moment où je me suis lancé sur cette affaire Gauchot, ils se sont dit, tiens, on va lui donner le mérite agricole. Ça coûte pas cher, un mérite agricole. Et si ça pouvait lui faire fermer la gueule, ça serait bien. Ça serait tout bénéfice. C'est un mérite agricole, il n'aurait pas coûté cher. Ce qui fait que j'ai été affublé du mérite agricole pour service rendu, non pas à l'apiculture, mais à l'agriculture. Alors qu'à ce moment-là, on avait tous les agriculteurs contre nous. Parce que pour eux, l'arrivée des semences enrobées, c'était le top du top. On leur disait que c'était peut-être cher, mais qu'avec ça, ils risquaient absolument rien. Moyennant quoi, on les voyait au mois d'avril, quand il faisait beau, faire les semis en maillot de bain. Et dans le cadre d'affaires de Toulouse, respirer leur régent à plein poumon. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, bon, d'autres personnes qui étaient impliquées au même titre que moi, et même un peu plus, ont été très inquiétés, avec contrôle financier, etc., à répétition. 3 de nos responsables syndicaux ont été assignés en justice, on devait être en 99 ou 2000, pour une raison simple. Ils se sont dit, on va prendre les 3 plus représentatifs, qui avaient des responsabilités nationales, on va leur mettre un grand coup sur la tête, on va faire peur à leurs adhérents, qui vont les laisser isolés, et puis on aura gagné. Et en fait, on a abouti à quelque chose de tout à fait différent, en ce sens que là, les apiculteurs ont joué le jeu et se sont mobilisés autour de ces 3 gens qui étaient prévenus. Ce qui fait que le procès qui leur était intenté s'est retourné contre Bayer, etc. Et il a été dit que ces gens-là menaient une action dans le cadre de leur responsabilité syndicale et qu'ils n'avaient pas à être traînés en justice de cette façon-là. Et Bayer a été condamné à leur verser une somme relativement symbolique. Notre société est en guerre contre le vivant et elle ne veut pas le reconnaître. Et donc la guerre s'accompagne d'un immense appareil de propagande. La guerre s'apparente d'une immense corruption du vocabulaire qui permet aux gens, qui interdit aux gens de penser la réalité de la guerre dans laquelle nous sommes et les catastrophes absolument épouvantables qui se préparent. Avec l'UIPP, à savoir le lobby des pesticides, nous avons des exemples flagrants de propagande et de corruption du langage. Les produits phytopharmaceutiques sont des produits utiles. Dire d'un pesticide que c'est un produit phytosanitaire n'est pas une mauvaise chose, je veux dire, c'est pas incorrect, mais c'est laisser sous-entendre qu'on soigne les plantes. Maintenant, c'est donner une connotation utile aux pesticides, alors qu'on sait aussi qu'ils ont quand même des effets sur l'environnement, des effets néfastes sur l'environnement. Donc je dirais qu'on pourrait employer comme terme biocide, puisque ce sont des produits qui tuent des organismes vivants. À partir du moment où l'homme a arrêté d'être nomade, qu'il a arrêté son activité de cueillette, donc qu'il est devenu sédentaire, et il a voulu cultiver donc des légumes, des fruits, plus tard du blé, etc., pour se nourrir. Et bien entendu, à partir du moment où on met sur une superficie cultivée une espèce, cette espèce devient la proie plus facile de bioagresseurs, hein, qui sont les insectes. Ensuite, la concurrence des mauvaises herbes, donc c'est une concurrence soit pour la lumière, soit pour l'eau, soit pour les fertilisants. Et l'utilité donc des produits phytopharmaceutiques, c'est justement on ne cherche pas l'élimination totale. Dans certains cas, c'est nécessaire, mais en général, l'idée c'est de descendre la pression de l'insecte ou de la maladie en dessous d'un seuil qui est connu par les experts comme étant un seuil nuisible pour la culture. Donc l'idée c'est favoriser la culture au détriment de tout ce qui l'agresse. Cette allusion aux chasseurs-cueilleurs nous ferait hurler de rire, si ce n'était pour le fait que l'industrie des empoisonneurs publics a fait de la France et de la planète une poubelle agricole génératrice de cancer. M. Bocquet semble oublier que l'agriculture date de plus de 15 000 ans, pour ce que l'on en sache. Monsanto, Syngenta, Bayer et les autres n'ont donc pas succédé aux chasseurs-cueilleurs. L'agriculture a fonctionné pendant 15 000 ans avant que l'industrie des poisons ne se mette en place en 1945. C'est une agriculture sans pesticides et sans fertilisants de synthèse qui a prévalu pendant au moins 15 000 ans, et c'est aussi une agriculture sans techniciens et sans agronomes. Lors de son symposium de mai 2007,
la FAO a officiellement déclaré que l'agriculture biologique pouvait nourrir toute la planète, sans impact sur l'environnement. Depuis lors, son directeur s'est rétracté sous la pression des États payeurs et de leurs associés, les multinationales de l'agrochimie. Il reste que nous avons prouvé qu'une agroécologie bien gérée en Inde, par exemple, peut nourrir 20 personnes par hectare et par an avec un régime strictement végétarien. Ce qui signifie qu'avec de l'eau, l'Inde pourrait nourrir 3 milliards de personnes en régime végétarien, répétons-le, sur les 150 millions d'hectares de terres arables qui n'ont pas encore été totalement désertifiés par l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. Pour preuve, des inscriptions datant du 9e et du 12e siècle sur des temples de l'Inde du Sud mettent en valeur des rendements de 12 à 18 tonnes de riz par hectare. Est-ce de la poésie ou de la mythologie? Non point. Les rapports officiels de l'administration britannique en Inde mettent en valeur des productivités moyennes dans 130 villages de la région de Madras de plus de 8 tonnes de riz par hectare, alors que dans de nombreux villages, cette production dépassait même les 10 tonnes. De nos jours, dans la même région, les riz pesticides de la pseudo-révolution verte font 3 tonnes par hectare, alors que la moyenne nationale de l'Inde n'atteint que 1,7 tonne. C'est la grande escroquerie de la révolution verte. Et ne parlons pas des riz de la seconde révolution verte, tout aussi fumeuse, celle des OGM. Ils ont mis un gène de jonquille pour augmenter la vitamine A dans un riz, mais il faut que tu en manges de 5 à 15 kilos par jour pour avoir ta dose de vitamine A. On a des tomates oranges dans notre collection qui ont 12 fois plus de vitamine A que les tomates rouges. Vous prenez un verre d'infusion de feuilles de Moringa oleifera en Inde, et bien dans un verre d'infusion, vous avez la quantité de vitamine A pour 10 personnes dans la journée. Et pour rebondir sur l'élimination totale évoquée par le directeur de l'UIPP, le système pesticide ne fonctionne pas, parce que tous les ans, la planète perd 20% de toutes les récoltes agricoles. Les résistances que j'évoquais tout à l'heure, de la fumisterie, vous avez 2 courbes sur la planète qui sont fantastiques. C'est la courbe d'augmentation des pathologies végétales qui est parallèle à la courbe d'augmentation de l'utilisation des intrants et des pesticides. Les 2 courbes se suivent. Dans le bouquin, à la page 115, il donne le nombre d'insectes et de pathologies qui existaient en 1940 et le nombre qui existait en 1965 ou 1970. 2 fois plus. Donc plus on utilise des intrants, plus on utilise des pesticides, plus on génère des pathologies végétales. Les variétés agricoles, soi-disant sélectionnées par l'agronomie moderne, sont en fait débiles, malades, incapables de résister à quoi que ce soit. N'est-ce pas logique? Les sélectionneurs de variétés sont à la solde des semenciers qui eux-mêmes ont été rachetés par les multinationales de l'agrochimie. Ça fait un siècle qu'ils sont en train de créer des variétés résistantes. Ils ont commencé 1900-1905. Pourquoi donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez 36, 40, 50 milliards de dollars qui sont utilisés tous les ans en pesticides? Si les variétés qu'ont créées les biotech ou les agronomes sont si résistantes que ça, pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides? Est-ce que le paysan, un jour, se pose cette question? Non, il a été lobotomisé. Donc il achète des variétés résistantes qui viennent de Monsanto, Pioneer, etc. Et 2 mois après, il appelle la multinationale pour qu'on lui livre un insecticide, un pesticide quelconque. Vous voyez là où on en est. Parce que les travaux de résistance, entre guillemets, ont commencé aux États-Unis en 1905. Après, c'était les hybrides F1, 1922, 1925, qui ont été mis en place par qui? Par une boîte qui s'appelle Pioneer Hybrid, qui a été rachetée par qui? Par Dupont de Nemours, le grand prince de la chimie. Et qui possédait Pioneer? M. Wallace. Qui était M. Wallace? Secrétaire d'agriculture aux États-Unis, comme par coïncidence, et ensuite vice-président des États-Unis. Pourquoi se gêner? Et Jean-Pierre pourrait vous l'expliquer, tous les agros qui ne croyaient pas à ce phénomène d'hybridité d'hétérosis, ils ont été virés et ils ont embauché des agros qui, en fait, adhéraient au dogme. Et petit à petit, on a retiré toutes les variétés de population de maïs qui ont été remplacées par des variétés hybrides F1. Peut-on croire des sélectionneurs qui un jour prétendent qu'une espèce est allogame, à savoir en pollinisation croisée, et l'autre jour autogame, à savoir en autopollinisation? En parlant de sexualité des plantes, je vais vous raconter une petite histoire. Le soja, tout le monde connaît le soja?
Donc il y a quelques années en arrière, Greenpeace, etc., les écolos disaient bon, le soja transgénique c'est moins grave que le maïs transgénique, parce que tout le monde sait que le maïs en pollen, il peut aller à 1, 2, 10, 15, 20 km en fonction de l'hygrométrie et en fonction de la distance de la vitesse des vents. Pardon. Donc ils disaient mais bon, le soja c'est pas grave, c'est autogame. Et puis un jour, j'étais en train de faire une de mes éditions de bouquins, là, il y a quelques années en arrière, je vais sur Internet et je commence à étudier le soja et les processus de pollinisation chez le soja. Sachez que le soja, de 1940 à 1975, eh bien, les agronomes en Russie, en URSS et aux États-Unis essayaient de créer des hybridés fins de soja en utilisant quoi? L'abeille comme vecteur de pollinisation croisée pour créer les hybridés F1 de soja. Et à partir de 1970, donc, ils étaient bien d'accord que le soja était allogame. À partir de 1970, la littérature stipule que le soja est devenu autogame par un miracle du Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, c'était dans l'intérêt de Monsanto, pour minimiser les dangers de contamination génétique, de prétendre que le soja était autogame. Je crois qu'on a globalement, avec l'innovation, avec les bonnes pratiques et la réglementation, 3 facteurs qui vont dans le même sens pour une utilisation qui diminue. Donc globalement, on a baissé les utilisations en France entre 1999 et 2006 de 40% en fait au niveau des volumes de principes actifs vendus chaque année en France. 40% de baisse, cela reste à vérifier. Mais M. Bocquet omet de préciser que certains produits actifs sont 100 fois plus concentrés que ceux datant de quelques années en arrière. Parler de diminution de l'utilisation des pesticides est une gigantesque arnaque. Les quantités, c'est un problème, parce qu'il y a 20 ans, il fallait donc 1 kg ou 500 grammes de matière active pour être efficace. Aujourd'hui, on a la même efficacité avec 7 grammes, 6 grammes. Donc il ne faut pas parler en quantité, en kilos, il faut parler en dose. Et les doses, elles ne diminuent pas. Les agriculteurs aujourd'hui donc raisonnent leurs interventions, c'est-à-dire qu'ils ne font plus de traitement à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils mettent une culture en place, donc un fruit, un légume, un champ de blé, et régulièrement ils passent dans leur champ pour voir ce qui se passe. S'il y a des mauvaises herbes qui lèvent, à ce moment-là ils mettront un herbicide. S'il y a un peu de maladie, mais pas trop, ben, ils ne traiteront pas. S'il y a quelques pucerons qui se promènent, là aussi le seuil de nuisibilité pour la culture n'est pas atteint, donc on ne traite pas. Donc de plus en plus, les traitements sont raisonnés. Précisons bien que l'agriculture raisonnée n'est qu'une variante de l'agriculture irraisonnée qui a sévi pendant 60 ans en traitant à l'aveugle, pour employer l'expression de M. Bocquet. L'agriculture raisonnée en France ne concerne que 0,1% de la surface agricole. L'association phare qui la promeut est une invention de l'UIPP datant de 1993. L'agriculture raisonnée adopta en 2007 le slogan « Avec l'agriculture raisonnée, semons la biodiversité ». Pourquoi se gêner? Les mots n'ont plus de sens, tout simplement. Et on est dans une société où, je crois, dans un monde où, à l'heure actuelle, sur le plan en tout cas des biotechnologies, les mensonges sont tellement immenses dans ce domaine-là par rapport à la réalité qu'ils sont obligés d'utiliser un vocabulaire qui nous empêche littéralement de prendre conscience de l'immense catastrophe qui est en gestation depuis maintenant 40 ans ou 50 ans et qui est en train de nous éclater sous le nez, là maintenant, qui est en train d'exploser. Face à la situation explosive de l'apiculture française, il semblerait que l'État soit dans tous ses états. Les molécules qui ont posé problème, le SRPV nous a répondu, nous on n'a pas de budget pour vous. On n'a plus de budget. C'était il y a 2 ans, 3 hivers, presque 3 ans. Ils nous ont dit on n'a pas de budget pour vous, suite à des crises, des intoxications qu'on a eues, puisqu'en Rhône-Alpes, depuis 2000, on a enregistré à peu près 10 000 cas de suspicion d'intox. Donc on dit suspicion parce qu'il y en a qui sont avérés, on retrouve les molécules. D'autres, les experts ont conclu à des intoxications, et puis d'autres où on est entre deux. Donc, mais globalement, ça fait quand même